Le 26 juillet 2009, l'une des autoroutes les plus fréquentées de l'État de New York, la Taconic State Parkway, a été le théâtre d'un accident qui a choqué l'Amérique et reste l'une des tragédies les plus mystérieuses de l'histoire de la circulation. Au centre de cette tragédie, Diane Schuler, 36 ans, épouse, mère et sœur apparemment parfaite, a causé de manière inattendue la mort de 8 personnes, dont elle-même, son fils, 3 nièces et 3 parfaits inconnus. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un accident de la route, c'est celle du choc et de l'incompréhension, des mystères humains qui restent parfois irrésolus, et de la façon dont l'image extérieure d'une personne bien intentionnée peut cacher quelque chose de totalement inattendu. Pourquoi une mère exemplaire, qui n'avait jamais eu de comportement inadéquat auparavant, s'est-elle soudain retrouvée au volant, roulant sur la voie inverse? Qu'est-ce qui a conduit à cela? Un choix conscient, un accident fatal ou une tragédie inaperçue qui s'est jouée dans son esprit? La conversation semblait banale, mais peu après, vers 13 heures, Emma, 8 ans, a téléphoné à son père Warren et a prononcé ces mots inquiétants. « Quelque chose ne va pas avec tante Diane ». On entendait des cris et des pleurs d'enfants en arrière-plan et, après un peu plus de 2 minutes, l'appel a été interrompu. Warren a essayé de rappeler et a entendu les paroles confuses de sa sœur. Au lieu de s'adresser à lui, elle s'adressait à son mari Daniel pour une raison quelconque. Warren a demandé à Diane de s'arrêter immédiatement et de l'attendre, mais elle n'a pas obéi. Au lieu de cela, elle a continué son chemin, roulant vers le nord au lieu du sud, même si cette route lui était familière. Ce qui se passait dans la voiture de Diane à ce moment-là reste un mystère. Son téléphone portable, jeté ou laissé accidentellement sur place après une crise de vomissement, a été retrouvé plus tard sur le bord de la route, près du poste de péage. La chronologie des événements a rapidement révélé qu'à 13h33, la ligne 911 a commencé à recevoir des signalements d'un monospace rouge roulant à vive allure sur l'autoroute Taconic, à contre-courant de la circulation. Les automobilistes ont décrit la même image. Un véhicule roulant à contresens à plus de 120 km/h, ignorant les panneaux de signalisation et ne répondant pas aux signaux des autres conducteurs. À l'un des carrefours, Diane a ignoré les panneaux d'avertissement, s'est retrouvée sur la voie en sens inverse et a continué à rouler comme si de rien n'était. Les témoins ont décrit son état comme celui d'une indifférence totale. Ses mains étaient soigneusement placées sur le volant, au numéro 10 et 2. Son visage restait calme et son regard était détaché. Elle semble ignorer les voitures dont les signaux déchirent l'air, ainsi que le crissement des freins des voitures qui s'éloignent de la collision. Quelques minutes plus tard, ce trajet dans la circulation qui a duré plus de 3 km s'est terminé en tragédie. Le monospace de Diane est entré en collision frontale avec un Chevrolet Trailblazer. Le choc a été si violent que la seconde voiture a été projetée contre un autre véhicule, un Chevrolet Tracker. Ce qui devait être un retour normal à la maison s'est transformé en catastrophe, laissant derrière lui une destruction et un chagrin qui restent inexpliqués. Tout s'est passé en quelques secondes. 7 des 11 personnes impliquées dans cet accident de voiture sont décédées sur le coup. Une autre est décédée plus tard à l'hôpital. 8 personnes sont donc mortes dans l'accident provoqué par Diane Schuler, dont elle. Elle, sa fille de 2 ans et 2 neveux et nièces sont morts sur le coup. Les 5 enfants se trouvaient sur la banquette arrière, mais ils n'étaient pas assis dans des sièges auto et n'étaient pas attachés. 3 passagers de la Trailblazer, Michael Bastardi, 81 ans, son fils Guy, 49 ans, et leur ami Dan Longo, 74 ans, sont également décédés sur place. Les 2 passagers du Chevrolet Tracker ont heureusement été soignés pour des blessures légères. Brian, le fils de Diane âgé de 5 ans, et l'une de ses nièces ont survécu à l'accident et ont été transportés par hélicoptère vers un hôpital local.
On a diagnostiqué chez Brian un grave traumatisme crânien et plusieurs fractures aux bras et aux jambes, mais après plusieurs semaines d'hospitalisation, il s'est finalement rétabli. Il a déclaré plus tard n'avoir aucun souvenir de l'accident, mais selon un parent, le garçon a dit à plusieurs reprises « Maman avait mal à la tête, elle ne voyait rien, elle ne voyait rien ». Malheureusement, la troisième fille de Warren n'a pas survécu non plus. Le lendemain de l'accident, elle est décédée à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Warren Hans, le frère de Diane Schuler, a perdu tous ses enfants à cause des actes de sa sœur. Les premières personnes à se rendre sur les lieux de l'accident ont été deux hommes qui passaient par là au hasard. Ils ont abandonné leur voiture et ont tenté d'aider les victimes en sortant Madame Schuler et les enfants du monospace, Brian, 5 ans, étant le dernier à être sorti car il se trouvait tout en bas, sous les corps des 4 autres enfants. Apparemment, c'est la seule chose qui a sauvé la vie du petit garçon. Plus tard, les 2 témoins diront à la police qu'en sortant les victimes de la voiture, ils ont remarqué des tessons d'une bouteille de vodka Absolut cassée sur le sol, côté conducteur. Leur rapport sera pris en compte lors de l'autopsie du corps de Diane Schuler. Le 4 août 2009, un rapport toxicologique a été publié, faisant la lumière sur les circonstances de la tragédie, mais soulevant encore plus de questions. L'examen médico-légal a révélé que Diane Schuler était dans un état d'intoxication grave par l'alcool et les drogues. Son sang contenait environ 0,19% d'alcool, soit l'équivalent d'au moins 10 verres d'alcool fort. Ce taux est plus de 2 fois supérieur à la limite légale fixée par la loi de l'État de New York, 0,08%. En outre, il restait de l'alcool dans l'estomac qui n'avait pas encore eu le temps d'être absorbé. Outre l'alcool, des traces de THC, tétrahydrocannabinol, l'ingrédient actif de la marijuana, ont été trouvées dans l'organisme de Diane. L'analyse a montré qu'elle avait consommé de la marijuana quelques minutes avant l'accident. Ces résultats expliquent son comportement étrange au volant, notamment sa désorientation, sa conduite agressive et ses troubles de l'élocution. Cependant, elles ont également soulevé une série de nouvelles questions. Diane avait-elle déjà pris le volant en état d'ébriété? Si ce n'est pas le cas, où et quand a-t-elle eu le temps de boire et de fumer autant? D'où provenaient la vodka et la marijuana dans la voiture? Comment a-t-elle pu consommer tout cela en conduisant 5 enfants en bas âge? Pourquoi aucun des témoins, y compris les employés de la station-service et du fast-food, n'a remarqué son état ou ne l'a signalé à la police? Enfin, Diane était-elle alcoolique et toxicomane? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui aurait pu la pousser à agir de la sorte? La dernière question se pose avec une acuité particulière. Son entourage décrivait Diane comme une femme fiable, stable, menant une vie normale et peu encline aux abus. Elle n'avait jamais été considérée comme dépendante de l'alcool ou de la drogue. De plus, sa famille a catégoriquement nié qu'un tel comportement la caractérisait. Un nouveau mystère est apparu. Qu'a-t-il pu se passer dans la vie de Diane Schuler pour qu'elle se mette à boire de la vodka directement à la bouteille et à fumer de la marijuana alors qu'elle était en voiture avec ses 5 enfants? La réponse à cette question reste la clé pour comprendre l'ensemble de la tragédie. Comme l'affirment encore aujourd'hui les voisins, les parents et les connaissances, la famille Schuler était absolument prospère et ressemblait extérieurement à une illustration d'un magazine familial. Pas immense, mais belle et confortable maison à West Babylon, achetée par le couple peu de temps après leur mariage. Un jardin spacieux où des réunions amicales étaient souvent organisées. Diane, perfectionniste par nature, n'est pas belle, mais c'est une femme de caractère qui aime recevoir. Des journées barbecue où elle s'occupe de son mari, de ses enfants et de ses amis avec le sourire, voulant donner à chacun le plus de confort et d'attention possible. Cause possible, douleur
et automédication. Une théorie suggère que Diana souffrait d'un mal de dents sévère dû à un abcès. Cela l'a peut-être amené à chercher des analgésiques ou à s'automédiquer en consommant de l'alcool et de la marijuana. La douleur, amplifiée par les effets de ces substances, aurait pu la conduire à un état de délire, ce qui expliquerait son comportement irrationnel. La consommation combinée d'alcool et de marijuana peut amplifier considérablement leurs effets sur l'organisme. Il est tout à fait possible que Diana n'ait pas réalisé à quel point les conséquences de ses actes ce jour-là auraient pu être dangereuses. Cette histoire reste l'une des tragédies les plus discutées, suscitant de nombreux débats sur la responsabilité personnelle, la santé psychologique et les dépendances cachées. Après la publication du rapport toxicologique, beaucoup ont essayé de trouver des raisons et des explications à l'acte de Diane Schuler, mais au lieu de réponse, des questions encore plus profondes sont apparues. La famille des victimes et les allégations contre Daniel Schuler. Les proches des victimes de l'accident, en particulier les familles Bastardi, ont affirmé que Daniel Schuler, le mari de Diane, était indirectement responsable de ce qui s'était passé. Ils l'accusent d'avoir été au courant de la dépendance de sa femme à l'alcool et aux drogues, mais d'avoir fermé les yeux. Ils ont mis en évidence des signes évidents, tels que la prise de poids spectaculaire de Diane au cours des dernières années, qui aurait pu être révélateur de problèmes d'alcool. Ils ont également mis en doute l'affirmation de Daniel selon laquelle la vodka qui se trouvait dans la voiture était réservée à un usage récréatif. Daniel Schuler, pour sa part, a nié toutes les allégations. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas connaissance d'une quelconque dépendance de sa femme et a affirmé qu'elle avait toujours été une personne fiable. Il s'est souvenu de la matinée précédant le voyage comme étant tout à fait normale, affirmant que Diane ne présentait aucun signe de malaise ou de comportement inhabituel. Question pour Warren Hans. Le comportement de Warren Hans, le frère de Diane, qui, après avoir reçu un appel téléphonique inquiétant de sa fille, n'a pas informé la police, a fait couler beaucoup d'encre. La famille Bastardi pense que si Warren avait contacté immédiatement le 911, la tragédie aurait pu être évitée. Cependant, Warren a expliqué son geste par le fait qu'il pensait que Diane avait un problème de santé, comme un accident vasculaire cérébral ou une hypoglycémie, mais n'a pas suggéré qu'elle pouvait être en état d'ébriété. Croyance sur l'alcoolisme caché. L'une des principales théories débattues dans la société est celle de l'alcoolisme caché. Ce phénomène, dans lequel une personne boit de l'alcool seule et cache soigneusement sa dépendance, permet à de nombreuses personnes de maintenir l'illusion d'une vie normale pendant des années. De tels cas sont en effet connus et confirment que les proches, y compris les membres de la famille, peuvent ne pas être conscients du problème. Les partisans de cette version ont mis en avant les résultats des analyses toxicologiques et la possibilité que Diane ait pu présenter des signes précoces d'alcoolisme qui ne se sont manifestés de manière critique que le jour de la tragédie. Autre théorie. Certains ont suggéré que le comportement de Diane ce jour-là pouvait être dû à un épuisement émotionnel ou à un stress important. Elle a été décrite comme une femme qui recherchait la perfection dans tous les domaines, travail, famille et communauté. Cette tension psychologique a pu atteindre son paroxysme et Diane a tenté d'endormir sa douleur intérieure avec de l'alcool et de la marijuana. On a également évoqué la possibilité qu'elle ait souffert d'un malaise physique, comme une rage de dents, et qu'elle ait consommé de l'alcool et des drogues pour calmer sa douleur. Effets à long terme sur la famille Schuler. Daniel Schuler a continué à affirmer qu'il ne savait rien des addictions de sa femme et qu'il ne l'avait jamais vue en état d'ébriété. Cependant, l'accident a complètement changé sa vie. Il a perdu non seulement sa femme et sa fille, mais aussi la stabilité, le respect social et l'équilibre psychologique. Il continue d'être tourmenté par des questions. Que s'est-il passé exactement ce jour-là?
Et aurait-il pu faire quelque chose pour l'éviter? On ne sait toujours pas ce qui a poussé Diana à prendre une telle combinaison de substances et ce qui lui est passé par la tête au moment de la tragédie. Cette histoire nous rappelle tragiquement à quel point les conséquences de la consommation d'alcool et de drogue peuvent être imprévisibles et effrayantes. Les réponses à de nombreuses questions restent insaisissables. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une erreur ponctuelle due au stress ou de la conséquence de dépendance cachée. Mais une chose est indiscutable, 8 vies, dont celle de Diane, ont été tragiquement interrompues, laissant derrière elles de la douleur, des questions et un appel à une meilleure compréhension de la psychologie humaine et de la nature de la dépendance. Gypsy Rose Blanchard a été victime pendant des années de violences psychologiques et physiques et a participé à l'un des crimes les plus choquants jamais commis aux États-Unis. Gypsy Rose Blanchard est née dans la famille de Claudine Pitre et Rod Blanchard. Les parents ont choisi un nom inhabituel pour leur fille, Gypsy Rose, traduit par Rose Gitane. Claudine aimait le prénom Gypsy, et Rod était fan du groupe Guns N' Roses. Cependant, leur mariage s'est brisé avant la naissance du bébé. Rod attribue cette rupture au fait qu'ils se sont mariés par erreur. Malgré les tentatives de Claudine pour récupérer son mari, celui-ci reste inflexible et la jeune mère retourne chez ses parents avec son nouveau-né. Dès son plus jeune âge, Gypsy fait preuve d'intelligence. Le neveu de Claudine, Bobby Pitre, se souvient que le bébé savait où se trouvèrent sa tête et ses doigts dès l'âge d'1 an et qu'il pouvait indiquer son âge. Malgré la naissance prématurée, la santé de la petite fille n'était pas une préoccupation majeure. Cependant, Claudine a commencé à croire que Gypsy souffrait d'apnée du sommeil, une maladie dangereuse dans laquelle la respiration s'arrête temporairement. Bien que les examens n'aient pas confirmé le diagnostic, la mère a commencé à insister sur le fait que sa fille avait de multiples problèmes de santé, y compris un trouble chromosomique qui aurait été découvert. À l'âge de 7 ou 8 ans, Gypsy se blesse légèrement en tombant de la moto de son grand-père. Mais Claudine a assuré aux médecins que les conséquences de cette blessure étaient bien plus graves qu'il n'y paraissait. La fillette a été placée dans un fauteuil roulant qui a fait partie de sa vie. À la même époque, Gypsy cesse d'aller à l'école et Claudine prend en charge son éducation à la maison, invoquant le mauvais état de santé de sa fille. Gypsy a appris à lire toute seule à partir de livres, y compris la populaire série Harry Potter. Entre-temps, Rod, le père de Gypsy, a refait sa vie et s'est remarié. Claudine est restée seule, mais elle a rapidement déménagé avec sa fille à Slidell, en Louisiane, pour s'occuper d'elle dans un environnement plus approprié. Après les ravages de l'ouragan Katrina en 2005, qui a détruit leur quartier et les dossiers médicaux de Gypsy, la famille s'est installée dans le Missouri. Là, ils ont reçu le soutien de fondations locales, notamment pour la construction d'une maison équipée de rampes d'accès pour les fauteuils roulants. L'histoire de Gypsy et de sa mère a attiré l'attention des médias et du public. Une mère célibataire, élevant sa fille gravement malade, semblait être un symbole de résilience et d'amour maternel. Le mode de vie de Gypsy. Au fil des ans, Claudine a découvert de plus en plus de diagnostics chez sa fille. Parmi eux, des crises d'épilepsie, des déficiences auditives et visuelles et des problèmes musculaires. Gypsy a survécu à plusieurs interventions chirurgicales et est soignée pour un cancer fictif. Le public les a activement soutenus par des dons, des vols gratuits et des voyages dans des endroits comme Walt Disney World. Dans ce contexte, Gypsy avait l'air mal en point. Sa petite taille, ses dents manquantes, les perruques qui cachaient sa prétendue calvitie due à la chimiothérapie et la bouteille d'oxygène dont elle ne se séparait jamais corroboraient fortement les propos de sa mère. Claudine affirme que sa fille a le niveau mental d'un enfant de 8 ans. Derrière les portes closes de leur maison, cependant, se cachait une vérité bien différente. Claudine était toujours là, en contrôle de la vie de sa fille.
Elle soutient Gypsy, l'aide à surmonter ses difficultés et lui coud des perruques aux couleurs vives pour cacher les traces de sa prétendue maladie. Leur histoire d'amour et d'attention, apparemment parfaite, a conquis le cœur de beaucoup, mais la réalité s'est révélée bien plus sombre. Un mystère dans la famille, Blanchard. Malgré l'apparente idylle, tout n'était pas comme il le semblait à ceux qui les entouraient dans la maison de Gypsy et Claudine. La mère contrôle totalement sa fille, lui faisant croire qu'elle est en phase terminale et qu'elle ne peut rien faire. Claudine interdit à Gypsy de dire la vérité et est toujours là pour l'empêcher de révéler les détails de leur vie. Avec le temps, Gypsy a commencé à se rendre compte que beaucoup de ses maladies étaient fictives, mais elle n'a pas pu s'opposer à sa mère. Didi, Claudine, manipule activement non seulement sa fille, mais aussi la société, en la présentant comme une mère célibataire héroïque qui se consacre à son enfant en phase terminale. Toute tentative de Gypsy d'exprimer son mécontentement était sévèrement réprimée. Didi la menaçait de la punir, jusqu'à l'empêcher de manger si elle désobéissait. La vérité inattendue. Gypsy Rose n'avait pas besoin d'un fauteuil roulant. Elle n'était pas atteinte de leucémie, ni d'une forme grave d'asthme, ni même du cancer que son entourage craignait tant. De plus, elle ne souffrait pas non plus de retard mental. Tout cela s'est avéré être une invention de sa mère, Claudine Blanchard, qui souffrait du syndrome de Munchausen par procuration. Les mensonges de Claudine, qui durent depuis des années, ont commencé lorsque Gypsy était toute petite. Le premier épisode notable est la chute de la petite fille de la moto de son grand-père, qui ne lui a causé qu'une légère écorchure au genou. Cependant, pour Claudine, ce fut le déclencheur d'un long scénario de manipulation. Très vite, Didi déclare que Gypsy est atteinte de dystrophie musculaire et installe sa fille dans un fauteuil roulant malgré les regards surpris des proches. Peu à peu, Claudine restreint la communication avec la famille pour éviter les questions inutiles. Un mensonge qui n'a cessé de s'aggraver. Les enfants du quartier qui jouaient avec Gypsy ont vu qu'elle pouvait courir et les faire rouler dans son fauteuil roulant. Bobby Peter, l'un des parents, se souvient. Nous savions tous que Gypsy pouvait marcher. Elle jouait, courait et se comportait comme un enfant normal. Mais Didi ne cessait de répéter que les jambes de la fillette allaient bientôt lâcher à cause de la dystrophie et qu'elle devait les tremper dans la baignoire. Elle a convaincu Gypsy qu'elle devait rester dans son fauteuil ou que les choses ne feraient qu'empirer. Chaque année, Didi invente de nouvelles maladies. Elle prétendait que la vue de Gypsy se détériorait et lui faisait porter des lunettes étranges qui, selon Bobby, ressemblaient à des kaléidoscopes. Didi a également restreint le régime alimentaire de sa fille en lui faisant des injections inutiles de Botox, ce qui a provoqué le pourrissement des gencives de la fillette. Elle a rasé la tête de Gypsy pour imiter les effets de la chimiothérapie et l'a nourrie à l'aide d'un tube, malgré les appels de la fillette à manger normalement. Mandat. Pour contrôler totalement Gypsy, Claudine l'a branchée à une machine respiratoire pendant la nuit, sous prétexte que la fillette ne pouvait pas survivre sans elle. C'était une autre façon d'isoler Gypsy de son père, Rod Blanchard. Didi lui dit que l'état de santé de sa fille ne lui permet pas de passer la nuit hors de la maison, et bien que Rod envoie fidèlement de l'argent, Didi fait courir le bruit qu'il est alcoolique et toxicomane, et qu'il ne s'occupe pas de l'enfant. Malgré les efforts de Didi, certains médecins commencent à douter de sa parole. L'un d'eux, le neuropédiatre Bernardo Flesterstein, après avoir examiné Gypsy, n'a trouvé aucune trace de dystrophie musculaire et a déclaré « Je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas marcher ». Lorsqu'il a conseillé des examens complémentaires, Claudine a tout simplement cessé d'emmener sa fille chez ce médecin. Plus tard, Flesterstein a suggéré que Didi souffrait du syndrome de Munchausen par procuration, mais ses soupçons n'ont pas été remis en question.
En 2009, un appel anonyme à la police a indiqué que Claudin utilisait des noms et des dates de naissance différents pour elle-même et sa fille, et que les maladies de Gypsy pouvaient être inventées. Cependant, Didi a convaincu les policiers qu'il s'agissait d'une mesure forcée visant à les protéger d'un mari toxicomane harceleur. La police l'a cru et aucune enquête n'a été ouverte. Claudine Blanchard a continué avec délectation à créer l'illusion des maladies de sa fille, transformant la vie de Gypsy en un cauchemar sans fin, jusqu'à ce qu'un incident fatidique vienne révéler toute la vérité, le meurtre. En juin 2015, Nicolas se rend à nouveau à Springfield. Un peu avant le 12 juin, Gypsy a réussi à le faire entrer dans la maison et lui a tendu un couteau, réalisant qu'il serait utilisé pour tuer Didi. God John a dit à Gypsy de se cacher dans la salle de bain et de se boucher les oreilles pour qu'elle ne soit pas témoin du meurtre de sa mère. Il s'est ensuite rendu dans la chambre à coucher où Didi, endormie, était sans défense, et l'a poignardé à plusieurs reprises. Le couple s'est emparé de 4 000 $ en liquide que Didi avait gardé et s'est enfui en s'installant dans un motel. Ils y ont passé plusieurs jours à réfléchir à ce qu'ils allaient faire. Pour se débarrasser de l'arme du crime, ils ont envoyé le couteau par la poste au domicile des Godjohn. Ils sont ensuite montés dans un bus en direction de la ville de Godjohn. Ils ont été repérés par plusieurs personnes en chemin, qui ont remarqué que Gypsy portait une perruque blonde et se déplaçait sans aide. Le 14 juin, Godjohn a utilisé son téléphone pour poster 2 messages sur la page Facebook de Didi. Gypsy a admis plus tard qu'elle était préoccupée par le fait que personne n'avait encore découvert le corps de sa mère quelques jours plus tard. Elle espérait que ces messages attireraient l'attention des gens, ce qui fut le cas, et que quelqu'un déciderait d'aller voir la maison de Claudine et de découvrir ce qui s'était passé. Après le meurtre, l'opinion publique a rapidement changé. La sympathie initiale pour Claudine a été remplacée par l'horreur et la compassion pour Gypsy. Dans le Missouri, un meurtre au 1er degré est passible de la peine de mort ou d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Toutefois, le procureur Dan Patterson a déclaré que des mesures aussi strictes étaient inappropriées, même pour Godjohn, en soulignant son caractère inhabituel. Après avoir reçu des dossiers médicaux de Louisiane, l'avocat de Gypsy a pu obtenir un accord pour une condamnation pour meurtre au 2e degré. Gypsy Rose a donc été condamnée à 10 ans de prison. Godjohn, en revanche, risquait une peine plus lourde, car il était considéré comme l'instigateur du projet de meurtre. Tous deux ont admis que c'était lui qui avait porté les coups mortels à Didi. En janvier 2017, le procès de Godjohn a été reporté. Le bureau du procureur a demandé une évaluation psychiatrique supplémentaire. Les avocats de la défense ont fait valoir que Godjohn avait un faible QI et se trouvait sur le spectre de l'autisme, ce qui aurait pu affecter sa capacité à penser de manière rationnelle. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est la durée pendant laquelle cette tromperie est passée inaperçue. L'entourage, les médecins, les associations caritatives, tout le monde croyait à l'image de la mère parfaite créée par Didi. Gypsy, privée de sa liberté et de son droit à la vie, a fini par trouver une issue qui s'est révélée tragique. Cette affaire a servi de leçon à la société, montrant combien il est important de ne pas se contenter d'éprouver de l'empathie, mais de poser des questions pour voir la véritable nature de ce qui se passe. L'histoire de Gypsy Rose n'est pas seulement celle de la cruauté, mais aussi celle de l'espoir d'une seconde chance. Aujourd'hui, Gypsy se construit une nouvelle vie, libérée de l'influence de sa mère, et s'efforce de trouver sa place dans le monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-lui un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que cette tragédie aurait pu être évitée?
La police est souvent confrontée à un certain nombre de difficultés lorsqu'elle enquête sur ces infractions. La principale difficulté réside dans le fait qu'il peut être difficile de prouver que l'infraction était motivée par la haine du sexe féminin. Cette affaire s'est déroulée au Chili. Tout a commencé le matin du 29 juin 2010 dans la petite ville de Puerto Barras, située dans la province de Los Lagos. La ville était un endroit plutôt banal et tranquille. Cependant, la tranquillité habituelle a disparu lorsque les habitants ont appris ce qui s'était passé. La victime était une femme de 42 ans, Viviana Hagermas, expert comptable. Son mari, Jaime Angur, travaillait dans la construction. Ils avaient 2 filles. L'aînée avait 14 ans au moment des faits et la plus jeune 7 ans. La famille vivait dans une maison très bien entretenue, dans un quartier chic de la ville. Histoire de la famille Jaime et Viviana se sont rencontrés grâce à des parents communs. Au moment de leur rencontre, Viviana avait environ 25 ans. D'après leurs amis, les époux étaient des personnes complètement différentes. Jaime était une personne renfermée et taciturne, tandis que Viviana, au contraire, se caractérisait par sa gaieté et sa sociabilité. Viviana a grandi dans une famille nombreuse, élevée par sa mère. Son père est mort dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait qu'1 an. Après cela, sa mère a décidé de ne pas s'engager dans une nouvelle relation, se consacrant à l'éducation de ses enfants. Jaime et Viviana se sont mariés en grande pompe et ont passé leur lune de miel en République dominicaine. Après plusieurs tentatives infructueuses de grossesse, ils ont eu 2 filles. Après la naissance de la plus jeune, Viviana a temporairement quitté son emploi pour se consacrer à sa famille. Le matin du 29 juin 2010, tout semble normal à première vue. Après le petit déjeuner, Jaime emmène ses filles à l'école de langue, puis se rend au travail. Cependant, certains détails ont éveillé les soupçons. Viviana n'a pas rangé les assiettes après le petit déjeuner, n'a pas ouvert les rideaux et n'a pas effectué un certain nombre d'activités de routine. D'après les relevés téléphoniques, Viviana avait contacté diverses entreprises dans la matinée et Jaime l'avait appelé à 7h48, apparemment pour lui dire au revoir parce qu'il avait oublié de le faire avant de partir. Dans l'après-midi, Jaime a reçu un appel étrange d'un inconnu. L'appelant a déclaré que Jaime devait l'écouter s'il voulait revoir sa femme. Un cri de femme a également été entendu dans le combiné, puis l'appel a été interrompu. Jaime a pensé qu'il s'agissait d'une farce et n'a rien fait pour contacter sa femme. Plus tard, sa fille aînée a déclaré que Viviana n'était pas venue la chercher à l'école et qu'elle avait décidé de rentrer à pied. Découverte. La fille cadette rentre à la maison et constate le désordre dans la chambre de ses parents. Des affaires et des documents traînent sur le lit. Le coffre-fort, les appareils photos et les bijoux ont disparu de la maison. Jaime signale alors l'incident à la police. Les forces de l'ordre ont fouillé la maison et les alentours, mais n'ont rien trouvé de suspect. Jaime leur a ensuite demandé de quitter la maison car leur présence effrayait les enfants. L'enquête se poursuit. Dans la soirée du 29 juin, les policiers avaient déjà recueilli des informations de base, mais ils ne comprenaient pas bien la situation. Après avoir inspecté la maison, ils ont supposé que Viviana avait peut-être été enlevée, car certaines de ses affaires avaient disparu et la chambre était en désordre. Le lendemain, la police a lancé des recherches approfondies. Les voisins ont été interrogés, les images de vidéosurveillance ont été vérifiées et des efforts ont été déployés pour rechercher d'éventuelles traces du crime dans les environs de la maison. Cependant, aucune preuve significative n'a pu être trouvée. La famille continue d'être au centre de l'attention et les enquêteurs commencent bientôt à interroger Jaime. Son comportement a éveillé certains soupçons. L'homme n'a pas immédiatement signalé l'appel étrange, a tardé à contacter la police et, malgré la situation alarmante, n'a pas cherché activement à retrouver sa femme. Der Vollmond birgt Geheimnisse, die viel seltsamer sind, als man sich vorstellen kann.
Seit Jahrhunderten betrachten wir den Mond als Symbol für Ruhe, Führung und Geheimnisse. Aber was, wenn wir getäuscht worden sind? Was ist, wenn dieser Vollmond im Januar nicht nur ein leuchtender Ball am Himmel ist, sondern etwas ganz anderes? Der Vollmond am 13. Januar 2025 wird der erste Vollmond des neuen Jahres sein. Und es ist nicht einfach nur ein weiterer Vollmond. Es geht nicht nur um seine Strahlkraft oder seine Wirkung auf die Gezeiten. Es geht um etwas Tieferes. Eine verborgene Wahrheit, die in die Energie des Mondes eingewoben ist und sich bereits auf sie auszuwirken beginnt, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Peu à peu, la police a commencé à pencher pour la conclusion que Viviana n'était plus en vie. Pour vérifier cette hypothèse, ils fouillèrent minutieusement les environs, les maisons abandonnées, les granges, les rivières et les plans d'eau. Mais même ces actions ne donnèrent aucun résultat. Jaime était également à la recherche de sa femme. Il a passé des annonces et promis de remercier toute personne qui lui fournirait des informations sur l'endroit où elle se trouve. Mais malgré ses efforts, les recherches n'ont pas progressé. Des conflits cachés dans la famille. L'enquête a révélé que la vie commune de Jaime et Viviana n'était pas aussi heureuse qu'il y paraissait. Jaime a admis avoir trompé sa femme à plusieurs reprises. Selon lui, Viviana l'a découvert accidentellement et a entamé une relation avec un autre homme par vengeance. En outre, Viviana souffrait de dépression et a même suivi un traitement. Un de ses amis proches a déclaré à la police que Jaime était parfois violent avec sa femme. Les enquêteurs ont interrogé l'amant de Viviana, Eduardo Gozé, et ont découvert qu'ils entretenaient toujours une relation. Eduardo a même été ajouté à la liste des suspects, bien qu'il s'agisse plutôt d'une tentative de trouver une nouvelle piste dans une affaire sans issue. Intérêt inattendu pour l'enquête. Quelque temps plus tard, les autorités ont décidé de procéder à une deuxième perquisition au domicile de Jaime, à l'aide de chiens spécialement dressés. Lorsque Jaime l'a appris, il a manifesté un intérêt inhabituel et a commencé à poser des questions sur l'efficacité de ces mesures. Les policiers ont expliqué que les chiens pouvaient trouver des restes humains, même à des profondeurs allant jusqu'à 3 mètres, et qu'il y avait peu de risque d'erreur. Pour démontrer les capacités des chiens, les enquêteurs ont invité Jaime à la base d'entraînement. L'homme a accepté l'invitation et a vu comment les animaux travaillaient. Une découverte choquante. Peu avant le début d'une nouvelle recherche impliquant les chiens, Jaime a appelé lui-même la police à 18h55 le 9 août, soit 42 jours après la disparition de Viviana. Il a déclaré qu'il avait senti une odeur âcre provenant d'un local de rangement situé derrière le mur de l'une des chambres. En regardant à l'intérieur, Jaime aurait vu la silhouette de sa femme. Cependant, contre toute logique, il n'est pas entré dans le débarras pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'elle. Ce qui est également étrange, c'est que Jaime a indiqué avoir découvert la silhouette à 6h34, mais n'a contacté la police que 20 minutes plus tard. La police arrive 15 minutes après l'appel de Jaime, des policiers et des membres de la police scientifique sont arrivés sur les lieux. Ils ont reçu des instructions claires pour effectuer des recherches aussi approfondies que possible. Les traces trouvées pourraient permettre de faire la lumière sur la mystérieuse disparition de Viviana et, éventuellement, d'identifier une personne impliquée dans sa mort. Les policiers procèdent immédiatement à l'examen de la pièce en question. Dans la réserve, ils découvrent le corps d'une femme en état de décomposition. La dépouille appartenait à Viviana, ce qui a été confirmé par un premier examen. Le corps avait été enveloppé dans plusieurs couches de tissu et caché derrière des meubles, ce qui explique que l'odeur n'ait commencé à se répandre que plus d'1 mois après sa disparition. Der Vollmond birgt Geheimnisse, die viel seltsamer sind, als man sich vorstellen kann. Seit Jahrhunderten betrachten wir den Mond als Symbol für Ruhe, Führung und Geheimnisse. Aber was, wenn wir getäuscht worden sind? Was ist, wenn dieser Vollmond im Januar nicht nur ein leuchtender Ball am Himmel ist, sondern etwas ganz anderes?
Der Vollmond am 13. Januar 2025 wird der erste Vollmond des neuen Jahres sein. Und es ist nicht einfach nur ein weiterer Vollmond. Es geht nicht nur um seine Strahlkraft oder seine Wirkung auf die Gezeiten. Es geht um etwas Tieferes. Eine verborgene Wahrheit, die in die Energie des Mondes eingewoben ist und sich bereits auf sie auszuwirken beginnt, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Premier problème conjugaux, Jaime a avoué son infidélité et a lui-même parlé de dépression et de difficultés dans sa relation avec sa femme. Deuxième, témoignage de proches. L'ami de Viviana a rapporté que l'homme aurait été violent avec elle. Troisième, comportement étrange. Jaime a tardé à contacter la police, ne s'est pas préoccupé de sa femme immédiatement après sa disparition et a tardé à signaler la découverte des restes. Quatrième, motif financier. Les enquêteurs ont découvert que Jaime avait des dettes importantes et qu'il pouvait s'attendre à un héritage ou à des paiements d'assurance en cas de décès de sa femme. Excuse du suspect. Jaime a nié toute implication dans la mort de sa femme. Il a affirmé qu'il aimait Viviana malgré leur relation compliquée et qu'il n'aurait pas pu lui faire de mal. Il a également attribué sa lenteur à réagir à l'odeur étrange au fait qu'il ne voulait pas effrayer ses filles qui se trouvaient à la maison. Expertise médico-légale. Les experts médico-légaux ont déterminé que la mort de Viviana était survenue le jour de sa disparition. Toutefois, la cause exacte du décès n'a pu être déterminée en raison de l'importante décomposition des tissus. Aucune trace de poison ou d'autres produits chimiques n'a été trouvée dans le corps. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que la femme s'est peut-être éteinte volontairement. Aucun signe évident d'agression par des tiers n'a été trouvé sur le corps de Viviana et un médicament qui aurait pu être utilisé pour l'empoisonnement a été trouvé dans la maison. Cependant, la position étrange du corps, bras levés et jambes repliées, ne correspond pas au cas typique de suicide. Il semble que le corps ait été placé dans cette position délibérément. Réaction des proches et nouvelles expertises. Les proches de Viviana n'ont pas cru à la version du suicide. Ils ont intenté une action en justice contre Jaime et ont insisté pour que le corps soit exhumé. En mars 2012, un deuxième examen médico-légal a été effectué. Elle a révélé les poignets de Viviana portaient des marques de cordes. Les blessures à la tête et au cou peuvent avoir été causées par des coups ou une strangulation. Le corps était probablement resté dans la réserve pendant tout ce temps et n'avait pas été déplacé. Toutefois, la cause exacte de la mort n'a pas été déterminée. L'émergence d'un nouveau suspect, en 2015, un nouveau suspect est apparu dans l'affaire, José Pérez Mansi. José était un homme au destin difficile. Il n'a pas terminé l'école, a travaillé dès l'enfance, a connu de nombreuses difficultés et a même eu un casier judiciaire. Il se déplaçait d'un endroit à l'autre et sa famille était connue pour ses fréquents conflits. Des témoins et des proches ont décrit José comme un homme violent. Sa propre fille a raconté qu'il avait levé la main sur elle, sa sœur et leur mère. Le cas de Viviana reste confus. Malgré de nouvelles preuves, la cause exacte de sa mort n'a jamais été déterminée. Les soupçons se sont portés à la fois sur Jaime et sur les nouveaux suspects, mais aucune preuve concluante de la culpabilité de l'un ou l'autre n'a été présentée. Conséquences de l'affaire. Après l'acquittement, Jaime et sa fille ont poursuivi l'État chilien, accusant les autorités de négligence dans l'enquête et demandant une indemnisation de plusieurs millions de pesos chiliens. En 2020, on a appris qu'une série télévisée basée sur l'affaire était en cours de réalisation. Les noms des participants et certaines circonstances ont été modifiés. Cependant, des questions essentielles restent en suspens. Malgré les aveux de José, de nombreux indices pointent vers l'implication de Jaime, mais ce dernier est toujours en fuite.